Alors, du coup, pour cette deuxième partie de la journée annuelle, on va avoir, pour commencer, une table ronde sur le domaine de l'hydrogène. Alors, je vais passer à la slide suivante un petit peu pour introduire le sujet. J'en profite justement pour présenter, non pas les personnes qui vont faire la table ronde, mais la personne qui va animer cette table ronde. Et donc cette personne-là, elle est juste à côté de moi, c'est Christiane Drevet. Pour la présenter très rapidement, le temps qu'elle retrouve ses notes et ses éléments. Donc Christiane, tu m'expliquais tout à l'heure que tu avais travaillé au CEA à peu près toute ta carrière, que tu as fini justement sur un dernier poste où tu étais au comité mix armée CEA comme secrétaire général. Tu es passé, comme beaucoup ici, par Centrale Nantes, sorti en 1965, et en 2006, si je dis pas de bêtises, tu as fondé Centrale Énergie, qui est au pluriel et qu'on a oublié de mettre au pluriel ici, parce qu'il y a plusieurs énergies. Ça a commencé par le nucléaire, mais ça s'est élargi à beaucoup d'autres types d'énergie. Et justement, aujourd'hui, tu vas nous aider pour animer cette table ronde sur la question de l'énergie de l'hydrogène, potentiellement l'énergie du futur. Et donc avec nos trois personnes, nos trois experts qui seront là pour réagir à cela. Alors voilà, je vais te laisser la main. Pour ce qui est des micros, ils sont tous sur on. Vous pouvez les laisser sur on tout le long. On gérera si jamais il y a des problèmes de micro ou s'il faut régler. Et voilà, c'est tout pour moi. Vous avez à peu près, dans l'idée, 45 minutes d'échange. Et puis après, on pourra prendre un peu les questions qui pourrait y avoir. Voilà. Ouais, c'est bon, normalement. Les micros ? C'est bon, normalement. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez ? Ok. Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'hydrogène. Ce n'est pas une source d'énergie proprement dite, comme celle que vous pouvez connaître, les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, qui émettent lors de leur combustion beaucoup de CO2. Mais comme l'énergie nucléaire produisant électricité et chaleur et les énergies renouvelables, solaire, éolien, hydraulique et énergie marine, produisant de l'électricité, voire de la chaleur dans le cas du solaire thermique. Ces dernières sources, nucléaires et renouvelables, étant très peu émettrices en CO2. Comme l'électricité, l'hydrogène est un vecteur d'énergie que l'on peut utiliser pour divers usages, pouvant remplacer, entre autres, ces trois types de sources principales, grâce en particulier à la pile à combustible, dite PAC. Mais il est aussi utilisé déjà à l'heure actuelle dans l'industrie, sidérurgie, chimie pour engrais, ciment, raffinage du pétrole. Historiquement, l'hydrogène est produit, dans ce cas, c'est l'hydrogène gris, à partir des énergies fossiles produisant beaucoup de CO2, en majorité par vaporeformage du méthane, gaz naturel, et pour le reste, gazéification d'une matière organique, charbon, biomasse, riche en hydrogène, mais nécessitant dans ce cas la capture du CO2, ce qui n'est pas développé actuellement. L'objectif de la transition énergétique est bien, dans un temps relativement court, de l'ordre de vingtaine d'années, de diminuer drastiquement toutes les émissions de CO2. Dans le cadre de l'industrie, ce sera d'utiliser de l'hydrogène dit vert, c'est-à-dire produit avec très peu d'émissions de CO2. Nos orateurs vous parleront ainsi d'électricité, d'électrolyse de l'eau, à l'aide d'électricité produite par des centrales nucléaires ou des renouvelables, mais aussi de gazéification du charbon avec capture du CO2, dont nous venons de parler juste avant. Pour cet usage industriel et les autres usages envisagés, PAC pour transport de toutes sortes, tels que terrestres, ferroviaires, routiers, maritimes, aériens, mais aussi équilibrage du réseau électrique, un grand plan de déploiement de l'hydrogène a été décidé au niveau européen et français. Il est très ambitieux et il a été concrétisé en France dans le plan de relance 2030 concernant de très gros investissements dont nos orateurs pourront vous parler. Ce plan chiffré pour la France a été largement critiqué par l'Académie des sciences dans un récent rapport remis au chef de l'État le 9 avril dernier, pour qui ces ambitions semblent complètement irréalisables, appelant aussi à une priorisation des usages vers les plus rentables et facilement accessibles. Cette priorisation a été proposée et vous sera présentée lors d'un des 3 cours exposés qui vont suivre, avant le débat. Venons-en maintenant à nos 3 orateurs.
Benoît Calatayud, est directeur de la transition énergétique dans le cabinet de conseil Capgemini Invent et a fait ces dernières années de nombreuses interventions au sujet de l'hydrogène, dont un rapport « Défis et opportunités de l'hydrogène ». Il pourra vous parler chiffrage du plan de relance 2030 actuel, avec en regard les ambitions associées en termes de production d'hydrogène et la réalité du terrain à l'heure actuelle, probablement assez différente, en précisant où se situent les points de blocage, dont les coûts associés à l'électrolyse de l'eau ou au captage du CO2 dans le cas de la gazéification du charbon. Mais Weir, qui est à sa gauche, en dernière année d'études aux mines de Nancy, s'est porté volontaire pour une grande étude sur l'hydrogène dans le cadre de la convention scientifique étudiante, du type des conventions sur le climat et la fin de vie, initiée par le groupe des jeunes de l'IESF. C'est elle qui a présenté le rapport final devant notre ministre et elle pourra vous en montrer les conclusions, amenant une priorisation des usages, comme le souhaite l'Académie des sciences, avec une estimation des coûts associés. Enfin, François Dedieu, qui est CNA 2011, j'ai oublié de le dire pour Benoît, qui sont de la même promotion, est directeur pour la stratégie de H2V, qui est une start-up qui porte 2 gros projets industriels utilisant de l'hydrogène et qui sont justement les 2 utilisations que la convention étudiante a considérées comme étant prioritaires au niveau de l'hydrogène vert. Il pourra de son côté nous préciser dans quelles conditions ces projets concrets sont menés à l'heure actuelle et le seront dans le futur avec les coûts associés. Enfin, en toute fin de débat, vous sera présenté, alors peut-être qu'on le fera après les présentations des 3 présents, on aura une courte vidéo montrant un projet de France 2030 impliquant un véhicule utilitaire léger équipé d'un moteur à hydrogène. Il est mené sur 3 ans et implique de nombreuses personnes dans l'école centrale de Nantes. Et je crois qu'à ce moment-là aussi, il y aura une présentation un peu de tout ce qui se fait dans ce domaine à l'école. Voilà, donc maintenant place à Benoît. Merci. Oui, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup Christiane et merci beaucoup Julien pour l'invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous à Léonard, puisque c'est ma première fois ici et c'est un super lieu. Et je suis ravi de retrouver des anciens et notamment François, puisqu'on échange beaucoup dans le cadre de nos activités hydrogène respectives, dans divers cercles, que ce soit d'ailleurs dans des aspects commerciaux, mais aussi des aspects de table ronde. On a beaucoup organisé de table ronde ensemble. C'est un plaisir d'être là avec vous pour parler d'un sujet qui est effectivement assez large et assez remis en cause depuis peu. Alors l'hydrogène, comme l'a mentionné Christiane, on en parle depuis quelques temps, enfin pas si longtemps que ça pour décarboner notre économie. Je dirais que tout ça est apparu autour de 2018-2019 et notamment en 2018 avec le plan Hulot à l'époque qui a pointé l'intérêt du vecteur hydrogène, donc, qui est un vecteur énergétique, hein, je le rappelle, donc effectivement pas une énergie, pour décarboner l'économie. Alors pas toute l'économie, à l'époque on a beaucoup parlé de décarbonation de la mobilité, évidemment de décarbonation de l'industrie et puis aussi décarbonation, pourquoi pas, du bâtiment et des réseaux électriques, en tout cas comme modalité de stockage. Donc, je douche peut-être vos espoirs. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'hydrogène n'est pas un vecteur de transition énergétique, justement. On est en 2024, les réflexions sont apparues en 2018, et donc c'est toujours pas un vecteur de transition énergétique. Comme l'a mentionné Christiane, ça émet beaucoup de CO2, enfin en tout cas à peu près 3% des émissions de CO2 au niveau mondial, et c'est à peu près la même chose en France, pour des usages qui sont principalement industriels. Je pense que François y reviendra largement. Et donc on est effectivement très loin des objectifs. Donc 2018, plan Hulot, 2020, la stratégie française hydrogène. La France s'est dotée à l'époque effectivement d'une stratégie beaucoup plus ambitieuse que le plan Hulot, au même titre que beaucoup d'autres États, je dirais de l'OCDE au sens large. Il y a eu la même chose aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, même en Inde aussi. Donc, toutes les grandes puissances, je dirais, mondiales se sont dotées d'une stratégie hydrogène. Alors peut-être pour revenir sur ça, effectivement, nous, en France, on s'est doté d'une stratégie à peu ou prou équivalente à celle de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on a doté donc, 9 milliards d'euros sur 10 ans au développement de l'hydrogène. C'est le même montant à l'époque en Allemagne. Nous, ça s'est fait en 2 temps. Il y a d'abord eu France 2030, qui a
suivi le pacte productif. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi ça au cours des années 2010, mais qui avait été lancé par les prédécesseurs ministres de l'économie pour identifier des technologies importantes. Et donc, pacte productif a donné lieu à France 2030, qui a eu un gros volet hydrogène avec, je dirais, 3 grands segments. Le premier, c'est décarboner l'industrie. Comme on l'a dit, les usages sont principalement là. Décarboner la mobilité et puis encourager les travaux de R&D et l'excellence française dans le domaine de l'hydrogène, à la fois pour répondre aux besoins internes et puis pour s'exporter. Avec différents outils, tout un tas d'appels à projets ont été mis en place, opérés par l'ADEME, par BPI France, où j'étais à l'époque où le plan a été et la stratégie a été élaborée, et puis l'Agence nationale de la recherche pour les aspects recherche appliquée et recherche fondamentale en fait. Sur les aspects d'électrolyse d'une part, donc pour réussir à produire à l'échelle de l'hydrogène par électrolyse, donc c'est ce que fait en l'occurrence François avec H2V, on y reviendra sur les modalités. Et puis les soutiens aussi visaient à développer tous les équipements sur la chaîne de valeur de l'hydrogène qui sont utiles, notamment pour la mobilité, donc je pense en particulier aux piles à combustible et aux réservoirs. Parce qu'il y a quand même des gros efforts d'innovation à faire sur toute la chaîne de valeur pour que on puisse produire de l'hydrogène à l'échelle, en premier lieu, et 2, qu'on puisse l'utiliser de manière, là aussi à l'échelle, à grande puissance, en particulier dans la mobilité. On n'y est pas du tout, et on n'y était pas du tout en 2020, on n'y est toujours pas. Un chiffre, au-delà de ces 9 milliards d'euros, c'est 6,5 gigawatts d'objectifs d'ici à 2030, donc de développement d'hydrogène produit par l'électrolyse en France, donc en termes de puissance. Effectivement, il y a eu ce rapport de l'Académie récent, donc, qui a, entre guillemets, critiqué, enfin même pas d'ailleurs entre guillemets, directement critiqué la stratégie. Il y a eu quelque chose qu'on attendait depuis longtemps dans la filière, c'est le Conseil national de l'hydrogène qui a rassemblé les principaux acteurs industriels de l'hydrogène et donc qui a effectivement pointé les difficultés actuelles. Peut-être qu'on y reviendra après, je passerai la parole après pour que le débat soit plus vivant sur le sujet des grosses difficultés qu'on rencontre, mais juste un chiffre effectivement pour que vous mesuriez un peu le défi qui attend la filière. C'est que donc 6,5 gigawatts de développement d'ici à 2030. Aujourd'hui, en 2024, en mai 2024, on doit être à 30 ou 40 mégawatts de capacité de production actuelle. Ce qui a amené notre ministre de l'Industrie, Roland Lescure, à dire non, évidemment, que l'objectif n'était pas atteignable. Il a dit que c'était un objectif aspirationnel. Donc, en langage politique, ça veut dire effectivement que ce n'est pas atteignable, mais que ça encourage la filière à se développer. Donc, depuis peut-être avant de passer la parole, depuis quelques mois et maintenant peut-être années, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est un peu le point de rupture qui a entraîné une hausse des coûts de l'énergie en Europe et une tension sur les chaînes d'approvisionnement. Le secteur de l'hydrogène rencontre des très grandes difficultés pour se développer. Donc il y a plein de raisons à ça et on va y revenir. Mais l'enjeu principal, je dirais, c'est de rendre l'hydrogène bas carbone, donc essentiellement produit par électrolyse, compétitif par rapport à l'hydrogène aujourd'hui produit par vaporeformage de gaz naturel ou de méthane. Et le déficit de compétitivité est important, puisque l'hydrogène produit par vaporeformage est de l'ordre de 1,5 à 3 euros le kilo. Et la production par électrolyse, on se situe aujourd'hui, et même à projection 2030, dans des coûts qui ne sont pas inférieurs à 5, 6, 7 euros le kilo. Donc le différentiel de compétitivité est particulièrement important. Il faut le combler, donc c'est ce qu'on essaie de faire collectivement. Mais c'est effectivement un gros défi pour les années à venir. Je passe la parole et on reviendra peut-être sur les difficultés après. Alors bonsoir à tous et merci de m'avoir invité, même si je ne suis pas de Centrale Nantes. Alors je suis en dernière année au MIT de Nancy, donc comme ça a été dit tout à l'heure, et je suis pas dans le domaine de l'hydrogène à l'origine. Mais je m'étais portée volontaire pour participer à la convention scientifique étudiante. Donc c'était la première édition cette année, et c'était sur le thème de l'hydrogène.
Et l'objectif était de redonner la voix aux ingénieurs, aux étudiants ingénieurs, dans le débat public. Donc, une fois tirés au sort, on était 50 étudiants de toute la France. Et on a été réunis pour 4 week-ends pour assister à différentes conférences de beaucoup d'acteurs différents. Donc, on avait les industriels qui venaient exprimer leurs besoins, notamment leur besoin d'avoir une position de la part du gouvernement parce que c'était un peu flou et qu'ils ne savaient pas s'ils devaient vraiment investir dans la R&D ou pas. On avait aussi des acteurs de l'ADEME qui venaient nous expliquer les différents scénarios qui étaient possibles et d'autres acteurs qui étaient plutôt dans la technique de l'hydrogène. Et donc au cours à la fin de ces 4 week-ends, on a écrit un rapport qui a été remis au ministre de l'Industrie, qu'il a lu, en tout cas des gens qui travaillent pour lui l'ont lu, et lui ont dit c'est bien ce qu'ils ont fait, et notamment il y a 3 mesures qui ont été prises, dont, alors la première c'est qu'on avait dit qu'il ne fallait pas développer le carbone capture, donc c'est-à-dire produire de l'hydrogène en carbonant, de façon carbonée, puis ensuite récupérer le carbone à la sortie de la fabrication. Donc on a soumis l'idée, c'était l'une de nos recommandations qui était que il ne faut pas faire en sorte que de nouvelles usines d'hydrogène gris à carbone capture soient construites. Donc ça a été, en tout cas il la considère. Et puis, je vais me souvenir sûrement des 2 autres. Ah oui, que l'étude globale du cycle de vie de l'hydrogène devait être étudiée pour chaque nouveau projet. Parce que c'était aussi l'une de nos grilles de lecture qui était il faut quand même que le développement de la filière hydrogène, par opposition à celle du pétrole, ne doit pas reproduire les mêmes erreurs. Et donc, cette fois-ci, on observe la filière au travers des objectifs de développement durable, c'est-à-dire l'éthique, c'est-à-dire, pour les électrolyseurs, il faut un certain nombre de métaux rares qui sont extraits dans des mines qui ne respectent pas forcément les bonnes normes. Et donc l'objectif, c'est pas juste de dire, en Europe, on sera vert, tout est bien, mais de l'autre côté du monde, on a multiplié par 10 l'extraction des métaux et ça va pas du tout de l'autre côté. Donc c'est un peu de cette façon-là qu'on a vu les choses. Et on a eu aussi un autre point de vue qui était quelle doit être la stratégie nationale d'un point de vue souverain, c'est-à-dire est-ce qu'on doit produire plus d'hydrogène pour pouvoir l'exporter et donc s'assurer une certaine puissance économique, surtout au niveau de l'Europe, puisque l'Europe a de très fortes ambitions aussi, qui veut être très décarbonée d'ici 2050. Et donc il faudra forcément que beaucoup de pays importent, parce que tout le monde n'a pas l'électricité, et en France on a la chance d'avoir une électricité décarbonée, mais qui n'est pas le cas de beaucoup de pays en Europe. Et voilà, là on a tous les prix actuels de l'hydrogène. Donc on voit la différence entre l'hydrogène qui est fabriqué à partir du nucléaire et du renouvelable, comparé à l'hydrogène actuel, donc qui représente plus de 99% de la production, et qui en plus d'émettre 10 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène, coûte beaucoup moins cher. Voilà. Et on était arrivé à une certaine priorisation aussi dans notre rapport. Et ce qu'on disait, c'était qu'il ne fallait pas développer les véhicules légers, ni les trains à hydrogène, qui coûtent extrêmement cher. Et pourtant, il y en a un qui va sortir en 2026. L'équilibrage du réseau aussi, on estimait que les technologies de barrage étaient plus matures et plus rentables. Et par contre, là où on estimait qu'il y avait un besoin d'hydrogène, c'était l'industrie, où il faut remplacer l'hydrogène qui est aujourd'hui fabriqué avec du charbon par de l'hydrogène renouvelable. Et aussi pour le transport maritime et aérien. Voilà. Je passe la parole. Merci pour... Donc, bonjour à tous, François Dedieu, promo 2011. Alors moi, avant peut-être de rentrer dans un propos introductif, quelques mots sur H2V, entreprise française, PME industrielle française de 25 salariés, créée en 2016 pour développer des projets d'électrolyse dits massifs, c'est-à-dire de plusieurs centaines de mégawatts.
J'ai bien dit 2016, parce que ce que disait Benoît en introduction, les stratégies Hulot, les stratégies françaises, on est plutôt 2018, 2019, 2020, donc c'est une entreprise qui est née avant tout ça, avec comme ambition initiale de décarboner déjà, mais de manière beaucoup plus simpliste, un peu à la manière de ce qui a été fait dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire on va produire massivement de l'hydrogène et on va le mettre dans le réseau de gaz. On va le mettre en mélange, puisque finalement l'hydrogène se mélange très bien avec le gaz naturel, dans des proportions de 2, 5, 10 jusqu'à 20%, sans nécessité de modifications particulières sur les process qui utilisent du gaz. Donc c'était l'idée initiale, ce qu'on appelait le power to gas, très poussé à l'époque par les acteurs gaziers qui cherchaient en plus massivement à décarboner ce gaz naturel dont ils étaient très dépendants. Donc les premiers sites qui ont été développés par H2V se situaient sur les hubs d'importation gazier, donc à Dunkerque notamment, et à Fos-sur-Mer. C'est comme ça qu'on a implanté nos 2 premiers projets. Puis le vent a tourné. Alors le développement des projets a continué, mais les stratégies sont sorties. Et la France s'est dit, quand même, on ne va pas subventionner massivement un produit qu'on va mélanger dans du gaz. Enfin, voilà, vaut mieux utiliser l'hydrogène directement. On a commencé à sentir cette réflexion de dire, n'utilisons pas l'hydrogène pour faire n'importe quoi, et ne l'utilisons surtout pas comme un moyen de chauffer des bâtiments, par exemple. C'est pas forcément le meilleur usage qu'on puisse lui trouver. Donc on a déjà senti cette tendance, et on parlera des usages, de privilégier l'hydrogène pour la mobilité et l'industrie. Alors quand on dit l'hydrogène pour l'industrie, peut-être quelques exemples. Tous les engrais qu'on utilise aujourd'hui pour les cultures sont faits à partir d'ammoniac, qui elle-même est faite à partir d'hydrogène. C'est une des plus grosses consommations d'hydrogène en France. Deuxième exemple, tout le pétrole qu'on utilise nécessite de l'hydrogène dans le process, en produits intermédiaires, y compris les biopétroles, les biodiesels ou même les carburants de synthèse. Donc de toute façon, on en a besoin. Pareil dans la chimie, dans la production je crois que c'est dans l'éthylène, on a besoin d'hydrogène également. Donc de toute façon, on avait déjà des consommations qui étaient déjà faites à partir d'hydrogène gris, et donc toutes les stratégies ont été de se dire, voilà, commençons déjà par décarboner ça. Ça, c'était le premier volet. En sachant très bien que le différentiel de prix allait être énorme, et du coup, il y a une autre voie qui a été cherchée, c'est de dire, on peut peut-être aller chercher des usages sur lesquels l'utilisateur est prêt à payer plus cher pour consommer cet hydrogène, et ces usages-là, c'était la mobilité. Et on y reviendra, ce qui n'est pas forcément la meilleure des options. Donc nous, on arrive vers 2020, on a nos 2 projets, et finalement, le power to gas n'est plus du tout à l'ordre du jour, à tel point que la Commission de régulation de l'énergie nous interdit d'injecter de l'hydrogène dans les réseaux de gaz, alors que l'Europe leur a imposé d'accepter d'injecter cet hydrogène. Voilà, petite contradiction politique qui arrive. Ça a nécessité une réorientation des projets. Et donc les 2 projets qui sont Dunkerque et Fos se sont réorientés Dunkerque directement vers une alimentation d'un sidérurgiste bien connu dans la zone pour un process de fabrication d'acier à partir d'hydrogène. Et dans le sud de la France, à Fos, la réorientation du projet vers la fabrication de carburant pour les bateaux, notamment de méthanol qui se fait à partir d'une combinaison de CO2 recyclé et d'hydrogène. Donc voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, mais juste pour vous dire un peu le cheminement de comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire émerger 2 gros projets industriels, alors que ce n'était pas forcément l'idée initiale, mais qu'il a fallu suivre aussi les orientations politiques. Merci beaucoup. Peut-être avant de faire le débat, on va peut-être passer à la petite vidéo. Alors, il faudrait qu'il la mette, là. Je vais vous l'introduire, cette vidéo. Ah, d'accord. Très brièvement. Bon, moi, à l'hydrogène, j'ai un attachement particulier parce qu'en fait, j'ai créé en 2005 la mission Hydrogène Pays de la Loire à l'époque pour regarder un petit peu les usages de l'hydrogène, justement, et renforcer et animer. Avec une volonté d'aller surtout hors véhicules terrestres, pas d'intérêt. Plutôt ce qu'on appelle les véhicules à charge, les TP. Enfin, bon, il y a tout un tas de véhicules. Et c'est justement plutôt dans ce contexte-là qu'on travaille à l'école aujourd'hui. Donc, vous avez des experts de l'hydrogène, ils vous l'ont expliqué déjà, c'est pas si simple. Quand on parle de pile à combustible, il y a des coûts de possession, enfin, il y a quand même des choses qu'il faut voir. C'est vraiment de la débauche de technologie à tout au point. Donc, en fait, aujourd'hui, pour une transition, notamment sur ce qu'on appelle le véhicule offshore, on s'intéresse à l'hydrogène en combustion dans des moteurs, on va dire, somme toute classiques. Et on est vraiment sur une transition plutôt sur des machines lourdes
Et donc aujourd'hui, on a un projet sur des véhicules utilitaires avec Renault, donc c'est celui qui vous sera présenté, donc Bosch Ingénierie. Il y a un certain nombre de partenaires, Faurecia, Total Energy, parce que ça redemande de regarder un petit peu les huiles dans la combustion pour pas faire de dépôt derrière. Enfin, il y a toute une chaîne. On s'intéresse aussi donc à ces mêmes choses, mais des fois même avec de l'ammoniac, du méthanol pour les moteurs de bateau. Là aussi en transition, en combustion, parce que l'hydrogène sur un bateau c'est sympa, mais il se pose quand même la question du stockage. Donc on pense beaucoup finalement à l'ammoniac aussi ou au méthanol, c'est-à-dire on se servirait d'un squelette CO2 recyclé et on viendrait un petit peu faire du carbone recyclé entre guillemets. Donc il y a des vraies aspirations de ce côté-là. La dernière chose qu'on regarde aussi à l'école, c'est un projet, alors qu'un petit peu plus loin, c'est le stockage caverneux. Donc c'est avec mes collègues de génie civil. Comment on peut stocker massivement de l'hydrogène, finalement, là où indirect, comme on séquestre du CO2 quelque part. Et l'autre point, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle la chaîne numérique autour d'un système complexe, pile à combustible, supercapacité, batterie. Et on revient mettre de la couche logicielle, en particulier pour les prédictions de maintenance, de performance, de monitoring. Voilà, ce sont les trois volets. Donc là, vous avez un projet emblématique. On a un beau moteur tout neuf en prototype à laisser au labo. On verra si nos experts y voient un avenir ou pas. Oui, je voulais juste poser une question quand même un peu. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait des projets de voitures à la fois électriques et à hydrogène. Est-ce que vous en connaissez quelque chose et qui développe ça et à quel coût? L'hydrogène, pour avoir, je laisserai les experts en parler, mais depuis 2005, moi j'ai visité le Japon, l'Allemagne, sont précurseurs, ils ont des bus, des piles à combustible, on en retrouve de tout à combustion, il y a eu beaucoup sur les piles à combustible. Aujourd'hui, force est de constater, moi depuis que je m'en occupe, c'est que je ne vois pas le marché pour autant arriver. Oui. C'est-à-dire qu'on a des coûts de possession aujourd'hui, des coûts d'approvisionnement, et vous l'avez expliqué, trouver de l'hydrogène vert à moins de 7 € le kilo aujourd'hui, c'est un challenge. Donc on a des startups, on a aussi une qui est très bien connue chez nous, qui s'appelle Farwin, qui a été créée par l'ancien directeur de l'école centrale de Nantes, qui vise à aller faire de l'hydrogène en haute mer, entre guillemets, mais on voit qu'on a des véritables challenges, et ça a été un petit peu expliqué. Donc aujourd'hui, les véhicules, entre guillemets, en termes de prouesse technologique, pour moi, ils existent. Par contre, est-ce qu'ils sont accessibles et utilisables au jour le jour, et est-ce qu'ils font sens par rapport à nos enjeux? Ça, c'est une autre question. Et je laisse les experts répondre. Merci. Bon, alors, la vidéo. Attends, peut-être si tu... Attends. Voilà, ça va venir. Les véhicules utilitaires sont aujourd'hui très répandus pour les livraisons, les déménagements, les services de transport ou encore les véhicules de secours. Un nombre important de ces véhicules doit offrir une grande autonomie et un temps de ravitaillement réduit, tout en restant autorisés à entrer dans les centres-villes et les zones à faibles émissions. On peut citer l'exemple de véhicules de déménagement partant d'un centre-ville pour relier un autre centre-ville à plusieurs centaines de kilomètres. Aujourd'hui, la grande majorité de ces utilitaires fonctionnent avec un moteur diesel. Afin de diminuer les émissions de CO2 de ce secteur et améliorer la qualité de l'air des centres-villes, il est important de changer cela. Le projet IMOT est parti de cette idée pour développer un véhicule Renault Master équipé d'un moteur fonctionnant uniquement à l'hydrogène. Ce véhicule n'émettra quasiment plus d'émissions polluantes ni de dioxyde de carbone. Il offrira les mêmes performances que le moteur diesel remplacé. Pour élaborer ce projet et le mener à bien, plusieurs acteurs majeurs de l'automobile se sont associés au sein d'un consortium. Bosch, Renault et Alpine, Forvia, Total Energy, l'IFPEN, Ose Engineering et Centrale Nantes. Ce projet est financé dans le cadre de France 2030 et opéré par l'ADEME. Il a une durée de 3 ans, de janvier 2022 jusqu'à décembre 2024. La conception de ce nouveau moteur a été réalisée dans un délai très court de l'ordre d'1 an. Pour cela, la modélisation a été utilisée par le bureau d'études Renault avec la participation de Centrale Nantes afin de choisir certains composants comme le turbocompresseur. Une fois le moteur construit et assemblé, des essais ont été menés chez Bosch et à Centrale Nantes. Tandis que Bosch se concentre sur le réglage, la calibration du moteur et du véhicule de démonstration, le CN testera des solutions techniques innovantes afin d'optimiser encore le fonctionnement du moteur. Pour cette partie expérimentale, l'équipe de recherche s'appuie sur des installations existantes mais qu'il a fallu adapter à l'hydrogène. Une fois installé dans la cellule, le moteur est instrumenté afin de mesurer de nombreux paramètres qui permettront de caractériser son fonctionnement. Les boîtiers d'acquisition permettant de lire et enregistrer les mesures sont développés en interne.
Cela permet d'adapter ces boîtiers au plus près des besoins et de garder un contrôle total. Bien, merci. Alors, avant de passer la parole à la salle pour quelques questions, je voudrais poser 2 questions à nos orateurs. Premièrement, François, parallèlement à ce qu'a dit May sur justement les priorisations qui sont plutôt l'industrie, d'après ce qu'elle a dit, pourrais-tu préciser dans ton cas précis de l'industrie à Dunkerque et ce que tu fais à Fos-sur-Mer pour faire du méthanol pour les bateaux, de quelle proportion d'hydrogène propre disposes-tu? En es-tu encore à l'hydrogène gris ou as-tu une proportion d'hydrogène vert? Alors, quelques chiffres, peut-être pour donner des ordres de grandeur. Les 2 projets qu'on développe à Dunkerque et à Fos sont des projets d'une puissance électrique de 200 MW chacune. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, une tranche nucléaire, c'est de l'ordre de 900 à 1000 MW à peu près. Donc voilà, ça donne des exemples. Avec notre projet de Dunkerque, 200 MW, on répond à peine 20% des besoins de l'acierie hydrogène, du nouveau process d'acier hydrogène qui va être construit à côté. Donc, on sait déjà que malgré un investissement énorme, quasiment 400 millions d'euros, on répond à peine à 20-25% du besoin. Et il va falloir compléter avec du gaz naturel pour démarrer. Donc on va évidemment produire de l'hydrogène, alors qui sera dit bas carbone, puisqu'en fait on va prendre l'électricité sur le réseau avec des contrats d'approvisionnement nucléaire long terme, pour avoir un bilan carbone au total qui soit à minima 70% inférieur à celui de l'hydrogène gris. Ça, c'est les exigences de l'Europe. Et donc, ça va aider évidemment à produire de l'acier décarboné, mais que en partie. Donc, ça donne aussi la marche qui reste à franchir, ce que disait Benoît. Il en a besoin, là, on produit 200 MW, il en faudra, à d'horizon 2030, 6500 MW pour répondre à l'objectif français. Donc, ça reste, c'est énorme, mais ça reste qu'une goutte d'eau. Deuxième projet qui, lui, est un peu différent et qui est plus orienté sur de l'hydrogène, cette fois-ci renouvelable, pour faire du carburant maritime. Alors pourquoi renouvelable? Puisque les règles françaises et européennes ne sont pas tout à fait les mêmes. La France défend un hydrogène dit bas carbone pour bénéficier, enfin en tout cas pour profiter de sa puissance nucléaire et puis du parc existant pour pouvoir le valoriser au mieux. Là où l'Europe défend une vision, on va dire, très idéaliste de l'hydrogène qui doit être produit avec de l'électricité renouvelable, de parcs nouvellement installés, en corrélation horaire avec cette production électrique nouvellement installée, et dans le même pays. Donc voilà, on a additionné toutes les contraintes possibles pour être sûr qu'on n'y arrive pas. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a le droit ensuite de justifier de l'appellation hydrogène renouvelable. Donc ce qu'on appelle hydrogène renouvelable, c'est toute une série de critères que l'Europe nous impose qui sont très difficiles à atteindre. Donc sur ce projet à Fos, on fera un mix de bas carbone et de renouvelable pour que ça soit économiquement pertinent, sinon on n'y arrivera jamais. Autre chose quand même, l'hydrogène se produit à partir de l'électricité. Pourquoi j'insiste sur ces contraintes? Si on doit produire de l'hydrogène 100% renouvelable, uniquement à partir de solaire et d'éolien, on produit, dans le meilleur des cas, 3-4 000 heures par an. Le reste du temps, on attend que le soleil arrive ou on attend que le vent souffle. Une usine qui fonctionne 4 000 heures par an, c'est pas rentable. On a besoin de fonctionner entre 7 500 et 8 000 heures par an minimum pour s'assurer d'un minimum de rentabilité du process. Donc on est obligé de compléter et on ne peut pas faire du pur renouvelable selon les canons de la beauté européenne et on est obligé de mixer les deux. Et peut-être aussi pour donner quelques chiffres, donc objectif français 6,5 gigawatts, ça c'est ce qu'a annoncé la France. Aujourd'hui, les moyens mis sur la table, 9 milliards. Sur ces 9 milliards, 2,5 ont déjà été consommés pour fabriquer des réservoirs de véhicules, des moteurs, etc., donc plutôt sur l'industrie automobile. Quelques dizaines de centaines de millions ont été saupoudrés sur des projets, on va dire, de bus, d'écosystèmes, etc. Il reste 4 milliards, à peu près. 4 milliards, l'État a déjà dit, ces 4 milliards doivent aider à soutenir 1 gigawatt de production en France. Donc même si on y arrive, il nous reste encore 5,5 gigawatts à compléter. Oui. Bon courage. Alors justement, je voulais quand même, je ne vais pas vous poser la question, mais je vais vous donner le résultat. En termes de sources d'énergie nucléaire renouvelables pour l'objectif de décarbonation en France de 1 million de tonnes d'âge de gris en âge de vert, on a évalué qu'il fallait 5 à 25 réacteurs EPR, 5 réacteurs EPR pour le million de tonnes,
ou 36 parcs éoliens offshore d'ici 2035. Vous voyez que c'est difficilement atteignable. Voilà. Alors, la deuxième question que je voulais poser à Benoît, c'est quelles sont les perspectives de diminution des coûts, puisque tu as dit que les coûts avaient augmenté beaucoup, surtout depuis la guerre en Ukraine, et quelles seraient les perspectives de diminuer ces coûts pour que quand même on arrive à faire quelque chose? Oui, effectivement. Peut-être avant de rentrer dans le détail, parce que j'ai préparé quelques supports en bon consultant, on a fait une étude récente, et donc j'ai tiré ces éléments de cette étude, peut-être pour rappeler un peu les usages qu'on voit. Donc c'est un peu le consensus de la filière aujourd'hui, je pense d'ailleurs de ce qu'on se dit depuis le début. On a mené cette étude en interrogeant plus de 120 acteurs de la filière hydrogène, dont H2V et dont François en l'occurrence, pour un peu essayer d'évaluer finalement le principal enjeu à 2024, c'est-à-dire de réduire les coûts de l'hydrogène bas carbone. Donc d'une part, et d'autre part, de ce qu'on en fait de cet hydrogène. Et donc vous voyez qu'on a ici cartographié les usages finalement qu'on voit au regard de cette étude, à la fois compte tenu des entretiens qu'on a fait et puis des simulations internes qu'on a effectuées, notamment à travers un simulateur de coûts. Et on voit que les domaines prioritaires, c'est ceux de l'industrie, on les a évoqués, François les a évoqués en détail, et les domaines de la mobilité, mais pas n'importe lesquels, la mobilité aérienne et la mobilité maritime, c'est-à-dire de l'hydrogène, mais sous forme dérivée, donc en particulier associé à du CO2, pour produire du méthanol ou de l'ammoniac, en gros. Tout le reste, à ce stade et d'ici à 2030, la rentabilité n'est clairement pas acquise, sachant qu'évidemment, ces domaines-là, la rentabilité aujourd'hui n'est pas acquise, mais on espère qu'elle le sera d'ici à 2030. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, peut-être synthèse de notre point de vue, donc ce pauvre hydrogène qu'on vient de publier. Il y a plusieurs éléments, donc je ne vais pas m'appesantir parce qu'effectivement le sujet est quand même assez vaste et l'idée c'est que vous reteniez les principaux éléments à date. Donc on est loin des objectifs, on l'a dit, et ça se traduit concrètement par le fait qu'il y a seulement 4% des projets donc, au niveau mondial qui sont en phase de ce qu'on appelle FID, donc de Final Investment Decision, qui ne sont pas à un stade de maturité suffisant pour obtenir des décisions de financement. Donc c'est-à-dire que la plupart des projets annoncés sont à un stade d'annonce, de préfaisabilité, de conception. Et donc il y a beaucoup de projets en ce moment, et vous pouvez le lire dans la presse, qui sont tout simplement abandonnés parce que pas réalisables économiquement. Donc ça c'est quand même un gros sujet. Oui, est-ce que je peux te demander, mais l'argent qui a été déployé, alors il est perdu, en perte? Il y a effectivement de l'argent public qui peut être perdu. Il y a beaucoup d'argent, en tout cas en France. Il y a beaucoup de projets qui sont soutenus actuellement, qui sont toujours pas déployés, effectivement, qui sont toujours en phase de conception. Ils ont eu l'argent? Ils ont bénéficié d'argent public, oui, tout à fait. Alors notamment dans le cadre de ce qu'on appelle des grands projets d'intérêt commun européen, les IPCEI. Il y a eu pas mal de vagues, ce qu'on appelle des vagues des lauréats depuis 2-3 ans. Là. Et donc effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais toujours pas en service. Donc compte tenu de la hausse des coûts d'électricité et d'équipement, le coût de l'hydrogène reste élevé, je l'ai dit. Donc il y a plusieurs éléments pour réduire les coûts. Il y en a, je dirais, 3 principaux, et je vais vous présenter après en détail la structure des coûts. Il y a évidemment le coût de l'électricité, le coût des équipements de manière générale, parce que ça représente un coût non négligeable de la molécule hydrogène et du kilo d'hydrogène. Et puis il y a un élément qu'a mentionné François, en fait, c'est la réglementation. C'est-à-dire que la réglementation est quand même un élément extrêmement important, notamment pour favoriser le déploiement de l'hydrogène et favoriser la demande. On a vu que la réglementation est particulièrement compliquée, notamment au niveau européen, pour définir ce qu'est l'hydrogène renouvelable, bas carbone, en France et puis en Europe, de manière générale. Et il y a un enjeu de la stabiliser, cette réglementation, et là, c'est clairement pas acquis, puisque ça ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de pays qui connaissent des mouvements populistes assez forts au niveau politique, et ça va se traduire très concrètement par un vote très populiste aux élections européennes du 9 juin prochain, ce qui va potentiellement amener au mieux à stabiliser les règles existantes, et notamment le pacte vert, et notamment les mesures hydrogène, soit revenir en arrière. En tout cas, potentiellement une modification des règles à nouveau,
et notamment en ce qui nous concerne précisément, donc sur des règles très précises. François en a évoqué quelques-unes. Il y en a d'autres, mais si un des éléments change, évidemment, ça change beaucoup de choses pour le déploiement à long terme. Donc ça, c'est clairement pas acquis et c'est vraiment nécessaire. Et puis un dernier point, et là, je prône entre guillemets ma paroisse à Capgemini, puisque ce qu'on a vu dans notre étude, c'est que le levier digital est très peu utilisé par les acteurs aujourd'hui pour développer les projets. Alors que le digital est quelque chose d'extrêmement intéressant pour réduire les coûts, puisque ça permet d'optimiser le design des projets en phase de conception, d'optimiser la production des équipements des usines par exemple, et puis d'optimiser les phases d'exploitation à travers évidemment notamment la maintenance prédictive. Donc ça, et on a une chance dans l'hydrogène, comme c'est une filière assez récente, de créer des actifs qui sont directement digitalisés pour accompagner finalement le développement de leur cycle de vie de manière optimale. Bon, Benoît, tu as combien de planches là? Comment? Tu as combien d'études planches encore? Très peu. Bon. J'aurais passé la parole à la salle. Je vais juste à une slide intéressante sur les coûts, parce que je pense que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Slide intéressante sur les coûts. Bon, je ne vais pas là aussi rentrer dans le détail, parce que l'idée, c'est d'avoir un échange assez interactif, effectivement. Mais vous voyez que les coûts ont augmenté de l'hydrogène. Donc depuis 2021, en gros, ils ont augmenté de 50%. Donc ça pose quand même des grosses difficultés et on y est confronté. Pour différentes raisons, à la fois pour des raisons structurelles, parce que notamment, effectivement, le coût de l'électricité, par exemple, représente 50% environ du coût de la molécule et du coût du kilo d'hydrogène. Donc forcément, là, du coup, il y a un enjeu de... si les coûts de l'électricité augmentent, le coût de l'hydrogène augmente. Il y a un enjeu aussi de trouver des partenaires fiables quand on développe des projets, notamment des partenaires EPC qui s'engagent dans la construction. Comme on est dans une filière innovante, c'est difficile de trouver des EPC qui acceptent de prendre des engagements et qui acceptent de prendre les risques, notamment en matière de résultats de projet. Et donc ça, c'est très compliqué. Ça va évoluer, mais il y a un acteur majeur en France, c'est Technip Energies, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, je l'ai dit. Et puis il y a une complexité des projets quand même si l'électrolyse n'est pas récent. C'est quelque chose qui a été inventé il y a plus de 100 ans. L'électrolyse de l'eau, ce n'est pas un processus compliqué. Par contre, quand on le fait à l'échelle, ça peut devenir compliqué, notamment dans l'optimisation des plans de production, l'arbitrage électricité-réseau, électricité renouvelable, et puis évidemment, perspective aval aussi de valorisation de l'hydrogène. Donc tout ça fait que c'est assez compliqué. Donc c'est les raisons qui expliquent l'augmentation des coûts et la difficulté de développer des projets aujourd'hui. Et le vrai sujet est évidemment la fiabilité des équipements, parce qu'on n'y est toujours pas, la fiabilité des électrolyseurs à grande échelle. Tu mentionnais tout à l'heure les coûts échoués potentiellement d'argent public. Oui. On a des équipementiers en France d'électrolyseurs qui sont McPhy, Elogen, Genvia, pour ne citer qu'eux. Au niveau européen, il y a John Cockerill par exemple. Tous ces acteurs-là ont des énormes difficultés à développer des électrolyseurs fiables. Des énormes difficultés à développer des usines tout simplement fiables qui sortent des équipements fiables à des prix compétitifs. Et donc il y a une très forte concurrence chinoise sur ces sujets-là, sur les électrolyseurs, mais aussi sur d'autres types d'équipements, qui inquiètent énormément les autorités européennes et françaises, puisqu'il y a beaucoup d'argent public qui a été injecté, et on n'arrive toujours pas à produire des équipements fiables. Je terminerai juste par dire sur le marché de l'hydrogène un truc intéressant aussi, parce que je pense que François l'a pas dit, mais François, H2V est quand même un pur player de l'hydrogène, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une entreprise récente qui tente de pénétrer un marché, et comme on l'a dit, qui est déjà établi, puisque, comme on l'a dit, l'hydrogène, c'est donc 900 000 tonnes de consommation en France, principalement carbonée. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché occidental est réparti entre 3 acteurs, Air Products aux États-Unis, Air Liquide en France et en Europe occidentale, et Linde en Europe orientale et en Allemagne en particulier. Et donc, ces acteurs-là sont en position de quasi oligopolistique, ou en tout cas exploitent une rente très forte sur l'hydrogène à la carboné aujourd'hui. C'est extrêmement difficile pour des acteurs récents
notamment des développeurs d'hydrogène, de pénétrer ce marché et aller concrètement chercher des contrats à long terme avec des industriels aujourd'hui qui consomment de l'hydrogène, parce qu'évidemment, ils sont, entre guillemets, pieds et poings liés avec notamment Air Liquide. Voilà, je terminerai par ça, parce que c'est quand même un élément important du marché, et c'est ce qui fait que l'hydrogène est un sujet intéressant, parce que c'est à la fois des sujets techniques, comme on l'a vu, des sujets économiques, des sujets politiques. Et puis des sujets réglementaires. Donc voilà, c'est un sujet à plein de dimensions. Oui. Alors je ne vais pas jouer le jeu parce que j'ai encore une question. En fait, c'est une question qu'avait soulevée May. La fabrication d'électrolyseurs nécessite l'extraction de nombreux métaux rares, générant d'immenses quantités de déchets. Doit-on développer de façon massive la filière hydrogène pour garder une position de leader mondialement? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si j'ouvre le débat ou si je vous laisse d'abord répondre. Mais c'est vrai que c'était un point qu'on avait soulevé qui était en fait la sobriété, tout simplement. Du fait que si on commence à mettre de l'hydrogène plus que tout le monde, enfin on a quand même un parc automobile qui est de 39 millions de véhicules. Si tout le monde passe à l'électrique, on va avoir une tension sur l'électricité sans précédent avec une explosion des prix. Alors si en plus l'hydrogène, l'électricité ne représente que 50% du prix, qui va vouloir faire un plein qui est double de celui de l'électricité? Et en fait, c'était toute cette notion de... Il faut déjà améliorer les fonctionnements qu'on a aujourd'hui, notamment sur le transport maritime. Quand on a commencé à creuser un petit peu, on se rend compte que c'est un monde assez sombre. Parce que en fait, déjà les sociétés sont complètement décentralisées. En fait, il y a des sociétés danoises, suisses qui vont aller se délocaliser pour pas payer de taxes, soit à 1 ou 2%. Ensuite, les bateaux, la consommation de carburant, c'est par rapport à la vitesse, sauf que c'est au carré de la vitesse. Et c'est des bateaux qui veulent aller vite, le plus vite possible, et qui ensuite restent stagnants sur des ports pendant 2-3 semaines. Et en fait, ils consomment des quantités de carburant. Ils pourraient diviser ça par 2, par 3. Ça pourrait se faire sans faire aucun changement au niveau de l'hydrogène, au niveau de l'hydrocarbure, mais purement avec l'optimisation de la flotte. Et donc en fait, on a réfléchi pas mal à tout ça. On a aussi pensé au fait que le fret ferroviaire, à l'époque, au début du XXe siècle, c'était 80% du fret de marchandises, alors qu'aujourd'hui, ça n'en représente que 10%. En France, en tout cas. En Allemagne, ils sont à 18%, c'est un peu plus. Mais voilà, il y a tout le transport en fait qui est un peu à repenser pour une optimisation de l'utilisation que ce soit des hydrocarbures aujourd'hui, mais demain de l'électricité, et qui permettrait déjà de réduire notre consommation et de demain pouvoir répondre à des besoins qui seront plus grands en termes d'électricité. Voilà. Et donc par rapport aux mines, c'est vrai qu'on a eu un petit point sur les mines et que c'était, on voyait à quel point à l'étranger ça crée des microsystèmes. Enfin, c'est l'inverse de l'éthique, c'est au-delà de ça, c'est criminel ce qui se passe là-bas, ça fait booster la criminalité, c'est des milieux où les enfants travaillent, c'est des milieux où il y a un taux de pauvreté extrême. Et en fait, pour fabriquer des électrolyseurs, alors en plus on veut en fabriquer beaucoup. Et en parallèle de ça, il y a les batteries électriques qui se développent. Donc en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est vert, entre guillemets, si on commence à dire on va faire de l'hydrogène à tout prix pour développer plein de choses, pour vendre plein de choses, en plus exporter, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par l'hydrogène, notamment en Arabie Saoudite. Ils étaient très intéressés par ça dans leur projet The Line. Là, seulement. La ligne, qui voulait d'ailleurs complètement hydrogéniser. Et donc voilà, donc c'est à quel prix est-ce qu'on est capable de... Enfin, est-ce qu'on va garder la même mentalité qu'avec le pétrole, c'est-à-dire faire du bénéfice à tout prix, ou est-ce que la mentalité va changer et on va arrêter de lancer des projets juste pour la rentabilité, l'export, faire de l'argent, ce genre de choses. Bon, merci beaucoup. C'était un petit peu court, malheureusement. Mais on va prendre 2 questions dans la salle. Et puis on félicitera nos orateurs aussi, qui ont bien posé le problème. Alors, j'ai vu une première main là-haut. Putain, c'est juste derrière. Oui. Merci pour votre exposé. Alors, moi, j'avais entendu parler d'une société qui s'appelle Life, qui est une start-up qui a été lancée à Nantes.
Donc qu'il y ait à la fois le digital, parce qu'ils ont sorti un algorithme qui permettait d'optimiser les éoliennes, et donc derrière fabriquer des électrolyseurs. Ils ont eu pas mal de projets, ils en ont 2 en France, il y en a un qui est lancé au Canada. Donc ça va un peu à rebours de ce qu'on vient d'entendre depuis le début. Et puis réaction en chaîne, parce qu'on a plein de pays au Maghreb, on parlait du Japon aussi, qui depuis 2017 pour le Japon et depuis 2020 pour le Maroc, qui se sont activement lancés dans l'hydrogène vert et qui aujourd'hui donc font des champs de panneaux solaires et des champs d'éoliennes justement pour essayer de produire cet hydrogène. Donc par rapport à ces 2 éléments-là, la question qui sous-tend, c'est finalement, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire pour la France et pour l'Europe, alors que d'autres pays du monde, eux, se posent pas ces questions-là, investissent massivement, parce que pour eux, c'est une question de survie dans un contexte géopolitique qui a complètement changé. Alors, je me permets la première partie de la réponse, et puis je laisserai peut-être mes collègues compléter. Faut pas noircir trop le tableau. Il y a effectivement de toute façon des choses qui sont pertinentes à faire, notamment des usages qu'on appelle no regrets. On en a parlé, faire de l'hydrogène vert pour faire de l'engrais. Oui, il faut le faire. De toute façon, c'est pertinent. Vous avez parlé de Life. Life développe un très beau projet au Havre avec, je crois que c'est Borealis, pour faire de l'engrais vert. Typiquement, très bien. C'est clairement dans les choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup d'annonces, par contre. Et c'est là où il faut faire le tri. Vous en citez pas mal de choses. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Ce que disait Benoît, il n'y a que 4% des projets annoncés qui ont vraiment pris leur décision d'investissement. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en construction, qui ont décidé d'investir. Tout le reste est au stade de PowerPoint. Et c'est vraiment ça. Dans tout ce qu'on entend dans la presse, etc., il y a énormément de tri à faire, y compris sur ce qui peut se passer au Maghreb, y compris en Arabie Saoudite. On parlait de Neom qui a voulu se lancer tête baissée dans la production d'hydrogène pour hydrogéner son corridor. Finalement, ils ont posé, je crois, 200 MW d'électrolyse qui peinent à faire démarrer, sur lequel il y a des fuites dans tous les sens. Mais c'est normal, c'est les premiers projets. Donc voilà, juste un petit retour sur la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, il faut y aller. Mais je pense qu'on a été aveugle. On a mis des ambitions sur des textes politiques, on a pris des engagements sans se poser la vraie question de la réalité, de la préparation de... Est-ce que les entreprises qui allaient le faire étaient prêtes, que ce soit H2V, que ce soit Life ou même Air Liquide, tous, on démarre. On n'est encore qu'au début. Donc il faut laisser le temps aussi à une filière de monter en maturité, d'autant plus qu'on a rajouté de la complexité au niveau politique, réglementaire, technique, pour pouvoir réussir ces projets. Une question. Merci. En fait, sur les prix, donc je comprends qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout compétitif. J'imagine, c'est vraiment une question de premier degré, j'imagine que des travaux ont été faits pour prendre le prix aujourd'hui du mégawattheure carboné, lui rajouter, enfin il y a déjà la taxe carbone, mais lui rajouter l'effet de la fiscalité. Est-ce qu'il y a des projections pour dire, est-ce que ces débuts ont été faits pour dire qu'à un moment donné ça va devenir rentable? Alors je prends un petit exemple pareil. Une raffinerie, très bon exemple. Si on veut mettre de l'hydrogène dans une raffinerie, il y a 3 composantes. Il y a le prix de la molécule d'hydrogène, puisqu'on a besoin de ce produit. 2, il y a la taxe carbone. 3, il y a la taxe d'incitation sur l'incorporation de renouvelables dans les transports. Ces 3 produits cumulés font un coût équivalent de l'ordre de 6 à 7 euros le kilo. Donc c'est ce qu'une raffinerie est prête à payer aujourd'hui pour acheter de l'hydrogène renouvelable. Soit elle prend de l'hydrogène gris et elle paye ces 2 taxes, soit elle prend de l'hydrogène vert. On est quasiment là sur un business model qui tourne. On n'est pas très loin de réussir. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a rajouté, en plus de la taxe carbone, une taxe incitative spécifique européenne. Donc sans ça, on n'y arrive pas. Bon, oui, effectivement, il y a la partie coût, mais il y a quand même un élément structurant, c'est qu'il faut produire, du coup, sur les hypothèses qui sont faites, un hydrogène bas carbone à un prix compétitif, ou en tout cas qui a une parité qu'a mentionné François. Et donc là, l'enjeu, c'est principalement le coût de l'électricité, comme je le disais, et le coût des équipements. Sur le coût de l'électricité, on n'en est quand même pas... le sujet est quand même extrêmement complexe parce que, notamment en France, on n'est pas certain d'avoir un prix de l'électricité compétitif. Là, on est de l'ordre, sur les PPA, de l'ordre de 70 à 80 euros par mégawattheure, ce qui reste quand même assez élevé, notamment au regard des hypothèses que tu mentionnais, qui ont été faites, et du coup d'ici à 2030, pour avoir un hydrogène compétitif. On n'a
si vous regardez les hypothèses de l'AIE, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, dans sa dernière édition de 2023, qui présente de l'hydrogène à un prix de l'ordre de 3 à 4 euros, avec un prix du mégawattheure de 13 euros. Ça, c'est inatteignable en Europe, peut-être dans des zones très spécifiques en Espagne. Donc, globalement, en France, on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment regarder à la fois la parité prix, mais aussi comment on produit l'hydrogène, évidemment, et les hypothèses qui sous-tendent la production d'hydrogène, c'est extrêmement important, notamment sur les prix d'électricité. Et c'est vraiment, vraiment pas acquis, peut-être grâce à EDF, mais avec les fameux contrats de mise à disposition de l'énergie nucléaire après l'ARENH, mais en tout cas, c'est pas encore fait. Mais tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, en fait, rapidement. Il y a deux choses. Il y a déjà un membre de la SGPI qui était venu nous expliquer, enfin du gouvernement, au niveau du Premier ministre, qui était venu nous dire, d'ailleurs, venu nous parler de ces 9 milliards qu'il avait oublié de dire qu'ils étaient à moitié consommés. Et en fait, il venait nous expliquer que les 9 milliards étaient là pour justement faire un équilibre entre le prix de l'hydrogène gris et celui du vert pour que d'ici 2030, il y ait un équilibre naturel qui se fasse, mais qu'entre-temps, les deux soient au même prix pour que les entreprises prennent l'hydrogène vert. Je pense que ça n'a pas été fait. On attend toujours. Et il y a une deuxième chose aussi, on a eu une intervention du vice-président d'Engie et de la PDG de la filiale hydrogène d'EDF, donc Hynamix. Et donc au sujet des parcs solaires au Maroc et en Mauritanie, donc ça a été déjà commencé en Mauritanie. Et en fait, nous, la première question qu'on a posé, c'est est-ce que ça ressemblerait pas à, encore une fois, on va exploiter les pays du Sud qui ont le climat qu'il faut pour produire de l'énergie qui est moins chère, ensuite la rapatrier en Europe pour qu'on consomme les biens qui viennent du Sud. Et donc ça n'avait pas l'air de les déranger plus que ça. Ça coûterait moins cher de toute façon. Et puis d'un autre côté, il disait que ça développait les zones ces zones-là parce qu'une grosse partie de l'électricité, enfin en tout cas, ça répondrait à leurs besoins en électricité, déjà de 1, donc ça permettrait de développer ces pays, et de 2, c'est du renouvelable, donc ça dans des zones désertiques. Globalement, pour l'instant, ils n'ont pas l'impression qu'il y ait des répercussions, même si on ne sait pas exactement ce que ça pourrait avoir comme répercussions. C'est possible que ça en ait. Et la dernière chose, on leur avait posé la question aussi par rapport aux technologies chinoises. Et ils ont dit que ça ne leur faisait absolument pas peur, que de toute façon, eux, ils avaient l'avantage au niveau des technologies sur les électrolyseurs. Ils disaient que les Chinois peinaient énormément. Alors c'est vrai que pour l'instant, ils ont eu 3 grosses défaites en début d'année sur de gros électrolyseurs, je crois, de 1 giga. Mais ils ont complètement... ça a été une défaite. 260 mégawatts, effectivement. Ouais. Le plus gros projet mondial d'ailleurs qui rencontre des difficultés de fiabilité notamment, mais effectivement ça c'est dans l'exploitation, c'est pas forcément dans les équipements, mais. Ah ok. Bon. Et, mais oui voilà, ils disaient que globalement la Chine c'était que ça leur faisait. Bon, tu as fini ? Ça la mentalité. Mais, oui c'est bon. Excuse-moi. Bon merci beaucoup. Non, tu poseras la question pendant le dîner. Parce que je crois qu'il y a un autre exposé après. Hein. Excuse-moi Charles, mais il faut arrêter. Et merci beaucoup aux conférenciers. Merci beaucoup.